sur le continent. Près d'une centaine de morts, 87 selon les chiffres officiels. Le bilan est celui de la nouvelle escalade de la violence ayant secoué week-end écoulé la capitale burundaise Bujumbura. Sont indexés des insurgés qui auraient attaqué 3 camps militaires. Très vite, une manifestation de soutien au régime est organisée pour saluer la bravoure de l'armée qui a su mettre, dit-on, en déroute l'ennemi. En face, une autre frange de la population inconsolable, celle-là décrit de véritables scènes d'exécution extrajudiciaires et vous, le gouvernement, aux gémonies. Affrontement meurtrier au Burundi, l'unité nationale plus que jamais mise à l'épreuve. La préoccupation sera abordée dans un instant avec nos invités. Ensuite, il sera question d'un détour au Burkina Faso avec le dossier Norbert Zongo du nom du journaliste assassiné en pleine investigation sur le décès en garde à vue du chauffeur de François Compaoré, le frère du président d'alors, Blaise Compaoré. 17 ans après le crime odieux, l'espoir est-il toujours permis? Les éléments d'appréciation, c'est dans quelques minutes, mais avant, le flash d'information. En Centrafrique, les opérations de vote pour le référendum constitutionnel ont été exceptionnellement reprises ce lundi dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, où le scrutin a été perturbé dimanche par des tirs à l'arme lourde qui ont fait 5 morts. Un imposant dispositif militaire a été mis en place aux abords du bureau de vote de l'école Bayadombia, visé par des tirs de mitrailleuses et de lance-roquettes. Au Burundi, l'organisation américaine Human Rights Watch a exigé ce dimanche une enquête sérieuse et indépendante sur le plus grave incident depuis le début de la crise qui a fait plus de 90 morts vendredi dernier à Bujumbura. Pour sa part, l'armée burundaise annonce 87 morts, dont 79 ennemis et 8 soldats tués lors des attaques simultanées de 3 camps militaires. Enfin, au Mali, un militaire a été blessé et 2 autres portés disparus après l'attaque de leur poste par des hommes armés dimanche dans la ville de Niono, dans le centre du pays, à 350 km de Bamako. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le mouvement pour la libération du Mali d'Amadou Nkoufa a souvent menacé de s'en prendre à la localité. 87 morts, 79 rebelles et 8 membres des forces de sécurité. Ce bilan dressé par le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratuza, au sujet des affrontements du week-end écoulé au Burundi, est le plus lourd enregistré par le pays depuis les mouvements de protestation au 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le canage a montré un pays divisés contre lui-même, les uns saluant le triomphe d'une armée républicaine, les autres remontés contre un gouvernement qualifié de tous les noms d'oiseaux. Affrontement meurtrier au Burundi, l'unité nationale définitivement en souffrance. L'analyse de nos invités juste après ce générique. À mes côtés, pour ce nouveau numéro de votre émission Débat Angle de Vue, 2 invités. Dr Guillaume Moumouni, politologue, enseignant et adjoint au chef du département des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Dr Guillaume Moumouni, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Votre invité sur ce plateau, Vincent Folly, qu'on ne présente plus, journaliste, éditorialiste et directeur de publication du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous. Des camps militaires attaqués, jusque-là, aucune revendication. Les autorités prétendent avoir abattu des assaillants et arrêté quelques-uns. Les populations crient, elles, au massacre. Les autres saluent la bravoure de l'armée. Quelle explication Guillaume Moumouni donnait au spectacle affreux observé ce week-end? Oui, je pense que ce n'est qu'un prolongement, ce n'est qu'une logique de ce qui a été prévu à la suite du passage forcé. Disons par Nkurunziza, c'est-à-dire le 3e mandat qu'il a tenu à obtenir contre vents et marées. Et c'était quand même prévisible que les opposants n'allaient pas croiser les bras. On se souvient qu'il y a eu un coup d'État manqué, justement, et une bonne partie des insurgés s'est repliée, n'est-ce pas, dans les collines et n'a pas pu être, disons, rattrapée par les troupes de l'armée régulière.
Et donc, les incursions étaient prévisibles, c'est-à-dire incursions de faire en sorte que Nkurunziza, disons, d'une manière ou d'une autre, puisse revenir sur sa décision de rempiler, ne serait-ce que convoquer, n'est-ce pas, une assise nationale et voir dans quelle mesure, disons, opérer une autre transition. Ce que recherche, n'est-ce pas, les insurgés, bien entendu, c'est d'éviter à Nkurunziza d'exercer ce troisième mandat qu'ils estiment illégal en toute tranquillité. Quant à l'événement que vous évoquez, effectivement, le gouvernement évoque, disons, 87 morts. Oui. Bien entendu, on n'a pas encore, disons, de statistiques précises sur ce qui s'est passé. Dans le cas de figure, depuis que ça se passe, c'est toujours le gouvernement qui communique et on fait avec les chiffres. Il y a un certain musulman, effectivement. Disons, la presse indépendante a difficilement accès au lieu de l'attaque. Et donc, je pense que à chaud, il serait extrêmement difficile, voire impossible, de connaître exactement le bilan de l'attaque. Ben, toujours est-il que, disons, des exécutions sommaires ont été évoquées. Pendant que le gouvernement déplore seulement 7 tués au sein, disons, de l'armée régulière, c'était estimé que le bilan, disons, du côté de l'armée régulière est beaucoup plus lourd que cela, qu'on peut présenter. Ensuite, le gouvernement aurait, disons, profité de l'attaque pour régler quelques comptes au sein de l'opposition. Et étant donné le musellement quasi total des médias en général et l'encadrement sociétal par le pouvoir de Nkurunziza, il est effectivement difficile d'avoir accès, disons, à des chiffres de première main, sauf a posteriori, un peu dans le temps, qu'on peut, disons, savoir exactement ce qui s'est passé. Vincent Folli, vous avez suivi également des attaques répétées, cette fois-ci encore. Personne n'a pu revendiquer ce qui s'est passé, mais des insurgés seraient passés par là. Ben, merci, Joël. J'ai l'honneur d'être en présence d'un éminent politologue. Nous autres journalistes, nous sommes des historiens du présent. Nous essayons, autant que faire se peut, de prendre un peu de leur manière de travailler et de l'adapter à la situation. Mais nous sommes dans l'instant présent et certainement mon analyse sera frappée. Nous complétons. Mon analyse sera frappée au point de cette façon de travailler qui est un peu différente. On se complète, c'est vrai. Bon, donc, je découvre le professeur pour la première fois. Je ne les connais pas tous et je m'honore qu'il ne va pas m'appeler doyen parce que quand nous nous regardons, nous sommes presque de la même génération. Merci. Cela dit, je crois que ce qui se passe au Burundi est très grave. Nous sommes en pleine guerre civile. C'est déjà la guerre civile. C'est sans folie. C'est déjà la guerre civile. Des assaillants qui sont venus frapper des symboles de la République, mais qui ont été abattus. Est-ce qu'il y a guerre là? Oui, il y a déjà la guerre. Regardez les opposants. Oui, les opposants qui, il y a quelques mois, osaient encore parler au grand jour. Les journalistes qui osaient encore travailler au grand jour. L'exemple emblématique, c'est le journaliste de RFI qui émet aujourd'hui à partir de Nairobi. Et arrive quand même à décrire la situation, certainement par des relais locaux. Donc c'est un régime qui fonctionne comme une sorte de prison fermée et plus personne n'a le droit à la parole et tout simplement à cause de l'entêtement d'un seul homme et de son clan, Nkurunziza. Ce monsieur est passé par le Bénin et je crois que il a dû regarder un peu ce qui se passe chez nous et il ne veut pas partir et c'est évident. Il a fait du forcing, le professeur l'a dit tantôt, et je crois qu'il est dans cette logique. Mais le plus grave, c'est l'hypocrisie de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et je veux parler d'abord de l'Union africaine. Madame Dlamini Zuma est venue, je crois, un certain nombre de fois, et la dernière fois, c'est avant les élections. Elle avait eu une position pour le moins mitigée, je vois, on lui a dit mais jamais la fermeté. Je crois que le Burundi, un peu, j'allais dire, je ne veux pas arracher la parole au professeur, le Burundi est victime de l'absence d'une puissance forte en Afrique du Sud et d'un homme de la trempe de Mandela.
Je crois que les accords d'Arusha dont on parle ont été faits sous l'égide de cet homme, qui était vieillissant bien sûr, mais l'aura que ce monsieur avait quelque chose qui avait obligé un peu les acteurs à se retrouver. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Zuma, après l'expérience malheureuse en Centrafrique, avec ces troupes qui ont dû battre en retraite rapidement, après cette expérience, n'a plus la route, mais il est tellement occupé par les problèmes nationaux que regardez, on a constaté que pour les consultations Union européenne, Burundi, au départ, le gouvernement a boudé, mais a fini par aller. Simplement parce que la manne financière de ce côté pèse l'autre dans la balance. Absolument. Est-ce que l'Union européenne n'a pas raté une occasion de frapper du poing sur la table? Oui, l'Union européenne est très loin. Les pressions qui peuvent s'exercer peuvent venir de cette façon, en tout cas, je parle sous le contrôle du professeur, les pressions peuvent venir du côté donc de ceux qui ont la bourse, et c'est l'Union européenne, c'est peut-être l'ONU, mais d'abord de la communauté est-africaine. Mais là-bas encore, je crois que les gens sont empêtrés dans leurs problèmes. Justement, la configuration de cette communauté est-africaine. Oui, le médiateur a titré après la récusation de Batili Abdoulaye, si je peux me rappeler. Le médiateur, c'est le ministre ougandais des Affaires étrangères. Et il a tenté cette médiation jusqu'à la veille des élections, puis on les a laissés tranquilles. Il y a une sorte d'hypocrisie de la communauté internationale, surtout l'Union africaine, qui fait que, bon, on reconnaît que ce qu'il fait n'est pas bon, mais on dirait que tout le monde veut voir le peuple, bon, régler ses problèmes. Bon, et là, je ne dirais pas que le Burundi et le Burkina, c'est deux pays différents, mais c'est deux pays différents, tout le monde le sait. Mais ce qui est arrivé là, c'est pas la volonté au Burkina, c'est pas la volonté du peuple. Je crois qu'il y a quelque chose au Burundi qui manque et qui fait qu'ils ne peuvent pas faire comme les Burkinabés. Et je crois qu'il y a une maturité, ou alors le régime est si fort qu'elle n'arrive pas à trouver en face quelque chose qui puisse lui faire un bon répondant, si vous voulez. Alors, Guillaume Boumouni, vous y voyez aussi une certaine incapacité ou une hypocrisie de la communauté internationale à couper la poire en deux? Est-ce qu'il faut parler d'hypocrisie ou incapacité? Je pense que le contexte dans lequel Nkurunziza a effectivement opéré ce passage en force était un contexte, disons, dans une certaine mesure, mi-figue, mi-raisin. Si nous retournons, disons, aux conditions évoquées par les révisionnistes, effectivement, il y avait de quoi, disons, forcer une certaine perplexité. Au sein des observateurs d'une part et au sein de la classe politique d'autre part. Ne parlons pas de la communauté internationale dans son ensemble, c'est-à-dire ces deux articles querellés, l'article 96 et les dispositions particulières en leurs articles 302, qui, dans une certaine mesure, je n'ose pas, disons, confirmer ce choix regrettable, mais qui ont servi, disons, de ferment à ce passage en force. L'article 96 dit quoi? Que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais l'article 302, disons, contenu dans la section des conditions particulières, dispose que pour la période transitoire, que le président est élu, disons, par, une assemblée réunissant l'Assemblée nationale et le Congrès à une majorité des 2/3. Donc, ce mandat courant de 2005 à 2010 est un mandat, disons, qui a été conféré par, disons, l'Assemblée nationale et le Sénat, en Congrès. Nkurunziza estime que le président n'est élu que par suffrage universel et qu'à partir du moment où il n'a pas été élu par suffrage universel, ce mandat transitoire ne compte pas au titre du nombre de mandats. Mais Guillaume Mouni, à la lueur vont les choses. Est-ce qu'il faut encore faire ce débat ou bien aller au plus tôt autour d'une table de négociation? Oui, effectivement. Donc la perplexité résidait à ce niveau. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ce passage a été conçu comme un passage légal ou légitime? La légalité, effectivement, il y a une certaine, disons, perplexité à ce niveau, mais la légitimité peut-être pas. Puisque la majorité, effectivement, comme l'a dit M. Folli, des Burundais n'étaient pas en faveur, disons, d'un troisième mandat. À titre d'exemple, il y a un sondage par Afrobaromètre qui avait été fait en 2014,
qui nettement a dégagé 62% des Burundais se prononçant contre le renouvellement. Et ça, disons, c'était un an après un autre sondage qui, disons, disposait de la moitié, 51%. Donc, un an plus tôt, 51%. Et l'année dernière, donc, 62%. Donc, il y a une montée de plus en plus croissante d'opposition à, disons, un renouvellement du mandat pour le président. Deuxièmement, je pense que la classe, disons, les Burundais dans leur ensemble sont catholiques. Disons, l'Église, dans son entièreté, s'est prononcée contre. Les Burundais sont soit 60% catholiques. L'Église que les populations suivent s'est prononcée contre. Donc, du point de vue, disons, de la légitimité que réclame Nkurunziza, par contre, je pense qu'il y a redit. Donc, il y a une base légitime de ce passage en force qui manquait, même si, du point de vue légal, il y a, disons, discussion. Donc, disons, la communauté internationale, dans une certaine mesure, a été butée à cette sorte d'imbroglio, disons, juridico-légitime, pour laisser observer ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, ce passage a été opéré, avant cela, le coup d'État a échoué, et donc, d'une manière ou d'une autre, l'armée est restée, disons, loyale, disons, au gouvernement en place. La communauté internationale, généralement, voilà, intervient un peu disons, a posteriori, lorsque, justement, tous les stigmates ne sont pas réunis pour dégager une force d'intervention. Étant donné qu'une force d'intervention n'était pas possible, disons, dans les conditions que nous connaissions, la communauté ne pouvait qu'attendre ce qui allait se passer. Donc il y a eu, dans une certaine mesure, une stabilisation du régime au lendemain des élections, ce qui a laissé croire que le pouvoir allait en profiter pour, disons, mettre, comme nous le disons au Bénin, la balle à terre, réunir les opposants autour, n'est-ce pas, de ce nouveau mandat et engager, n'est-ce pas, les échanges afin de pouvoir, disons, assainir, disons, la... Aujourd'hui, l'image que renvoie à Bujumbura, c'est l'image d'une cité qui, en son sein, a deux contrées. On a d'un côté des populations qui sont en phase avec ce qui se passe et qui sont prêts à porter au pilori un pouvoir. De l'autre, il y en a qui sont vraiment très remontés, qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe à cette allure-là. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, avec ce silence de la communauté internationale ou ces petits calculs qu'on fait à longueur de journée, est-ce qu'il n'y a pas déjà une assistance à personne en danger? Je voudrais revenir à la qualification de M. Fouli, disons, au titre de guerre civile déjà engagée. Je n'ose pas emprunter ce mot-là. Pas, disons, encore le dire, même s'il y a les stigmates, n'est-ce pas? Il y a les stigmates pouvant, si elles ne sont véritablement traitées efficacement, conduire, hein, disons, à cette issue qui serait regrettable. Donc, pour revenir à votre question, non-assistance à personne en danger, c'est peut-être un peu trop fort. Dans la mesure où, il ne faut pas l'oublier, il y a des enjeux géostratégiques liés justement à disons, au conflit on n'a pas encore suffisamment tué de gens au Burundi. Il faut encore continuer. Là, on pourra constater l'urgence. L'urgence, oui. Il serait de constater qu'il y a urgence. Vous allez peut-être vous en rendre compte que dans tous les forats, disons, les discours qui se prononcent, c'est pour signifier, pour signifier la gravité de la situation, pour signifier l'urgence des actions. Mais vous savez que la communauté internationale ne fonctionne pas, disons, comme, disons, du point de vue de l'ordre interne, où, mettons, l'autorité centrale prend une décision et s'assure que cela est exécuté. La communauté internationale, si communauté il y a, c'est un agrégat, n'est-ce pas, d'intérêt. Si communauté il y a, si communauté il y a. Vous en doutez? Communauté internationale, vous n'y croyez pas? C'est un concept. C'est un concept, mais dans les faits, disons, ça laisse un peu plutôt optimiste par rapport, disons, à la vie, mettons, des 194 États ou plus, d'ensemble de traitement, n'est-ce pas, des phénomènes internationaux, des problèmes internationaux, suivant une volonté commune. C'est beaucoup plus, comme le dirait peut-être l'autre, une profession de foi. La communauté ne s'entend que du point de vue, disons, du vivre ensemble, de la conjugaison des intérêts, mais du point de vue opérationnel, on réalise que c'est pas toujours le cas, parce que c'est, comme je l'ai dit, un agrégat, n'est-ce pas, d'intérêts, un agrégat de motivation, et donc un agrégat, disons, d'intention. De résoudre ou de ne pas résoudre. À un moment donné,
vous savez, la proximité du Rwanda est un enjeu majeur, la proximité du Congo démocratique est un enjeu majeur, et par rapport justement à la stabilisation du Burundi. Qui veut stabiliser le Burundi ne peut pas, disons, sous-estimer ou, disons, mettre sous-jacent les éléments géostratégiques liés, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo et au Rwanda, bien entendu. Et donc, ce qui fait que, généralement, dans ce genre de situation, il y a à tes moments. Mais pendant ce temps, le crime est perpétré au quotidien. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce que, c'est vrai, M. Folli l'a signifié, l'absence d'implication véritablement engagée de l'Afrique du Sud, parce qu'effectivement, les déboires disons essuyés en Centrafrique ont laissé des traces, parce qu'effectivement, la communauté sud-africaine était très remontée contre le régime, disons, de Jacob Zuma. Mais alors, l'IGAD ne peut pas servir, n'est-ce pas, au contraire de la CEDEAO qui dispose, n'est-ce pas, d'un mécanisme de résolution à l'interne, qui dispose peut-être, comme on l'a vu dans le cas de l'ECOMOG, etc., disons ne serait-ce que d'un appareil d'intervention, même si dans beaucoup de cas, cet appareil n'est pas immédiatement opérationnel. Mais cet instrument, disons ce mécanisme avancé d'intervention rapide, d'intervention pour, disons, aider à résoudre les problèmes en entendant l'implication de la communauté internationale n'existe pas véritablement. Donc, il faut continuer à prendre un peu notre mal en patience pour tous ceux-là qui ont un pincement au cœur ou de la douleur, de l'amertume à la limite pour le Burundi. Il va falloir attendre encore un tout petit peu. Je pense que la dynamique, je crains qu'elle doit forcément venir de l'intérieur. De l'intérieur. Cette dynamique qui a permis que d'autres régimes qui n'ont pas été souhaités aient été renversés. Je crains que c'est beaucoup plus de cette dynamique intérieure dont il s'agit ici plutôt que... Voilà. Un clin d'œil, Vincent Folli, donc aux Burundais eux-mêmes. On se rappelle quand même que l'ONU a tenu une grande assise et a appelé à l'envoi de casques bleus au Burundi, mais par la suite c'est rebiffé, simplement parce que, dit-on, il n'y a pas de conflit armé ouvert. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui demandent aux compatriotes de quitter le plus rapidement possible le Burundi. Oui, ça commence comme ça. Toujours, les États-Unis sont toujours les pays. Après, ils viennent. Il n'y a pas de conflit armé. Pourquoi demander aux compatriotes de quitter? Ils savent que la situation est difficile pour leurs compatriotes et leur problème, c'est de sauver la vie de ceux des Américains qui y vivent. Cela dit, je veux revenir sur ce que le professeur a dit et j'ai constaté qu'il parle plus que le docteur. Il parle plus longtemps que moi. Les enseignants sont on connaît les enseignants. Mais je voudrais placer mon mot pour dire que je crois que c'est la question du troisième mandat qui est, comment on appelle, la question essentielle au Burundi. C'est ça qui est à la base de tout ce qui se passe. Et je veux rappeler au professeur que ça n'a pas commencé seulement avec cette tentative de réviser le test et de voir quel est le test qui va être appliqué, l'article qui va être appliqué. Mais Nkurunziza avait au début commencé par chercher à réviser la loi fondamentale. Quand il a vu que le mandat allait finir, je me souviens qu'il y a eu une tentative de révision qui s'est butée à une majorité plus 1, c'est-à-dire une seule personne a voté contre et ça a capoté. Sinon, on n'en serait pas encore là parce que, effectivement, l'opposition s'est regroupée et une seule personne a pu faire capoter le vote parce que Nkurunziza voulait déjà faire ce passage, mais il a compris qu'il a fait les deux. C'est par la suite qu'il a commencé à évoquer l'affaire d'Arusha, l'accord qui permettait, qui a permis à l'Assemblée de le faire élire au suffrage indirect. Il a dit, ah non, ça ne compte pas comme mandat, c'est le suffrage direct là, qui est le véritable mandat, que c'est maintenant que je commence mon second mandat. Aujourd'hui, on continue de tuer. On continue de tuer. On continue de tuer. Moi, je continue de dire, et contrairement à ce qu'a dit le professeur et docteur Momoni, il y a l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est comme si la communauté internationale attendait que la situation soit suffisamment grave, qu'il y ait suffisamment de morts. Oh, il y en a déjà eu. Regardez les leaders de l'opposition. Pas autant qu'il y en a eu en Libye, j'imagine. Non, mais la Libye, toute proportion gardée, chaque pays a ses réalités. Le Burundi, c'est un pays très peuplé. Il est petit, il est très peuplé. Tous les opposants, la plupart des opposants ont pris le
le maquis. Les gens n'arrivent plus à s'exprimer. Le leader de la société civile qui s'appelle Mbonimpa, si je ne m'abuse, son fils a été tué. Et il y a une série de morts inexpliquées dans surtout ce que vous appelez le quartier chaud. Puisque si on regarde la division des quartiers, ce que vous avez rappelé tantôt, on va voir que ça correspond certainement à une division ethnique. Est-ce que ce ne sont pas des quartiers Tutsis qui sont... Moi, je ne veux pas risquer, je ne suis pas sur place. Le porte-parole du gouvernement se veut rassurant qu'il y aura plus de guerre civile. Comme tous les ils ont une forte maîtrise de la situation. Non, ils n'ont les insurgés ont été mis hors état de nuit. Ceux-là qui ne sont pas morts... à la charge. Ceux qui ne sont pas morts sont actuellement en prison. Il y a presque quelques semaines, ils avaient dit aux habitants du quartier chaud de désarmer, de laisser tomber les armes, qu'ils allaient tout fouiller et contrôler tout, et maintenant en finir avec la, comment on appelle, l'agitation dans ces quartiers. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas empêché encore l'insurrection d'émerger encore de ces quartiers. On a vu tout à l'heure les armes sur les écrans de la télévision. Ça veut dire que le foyer insurrectionnel est là, latent. Ce qu'il y a à faire, de mon point de vue, c'est une voix forte au niveau de la communauté des pays d'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Moi, je dis, c'est l'Afrique du Sud a une responsabilité. Regardez quand les conflits surviennent en Europe, les deux pays. Non, je vois l'Afrique du Sud, je vois peut-être la Tanzanie qui est un pays... qui est un pays relativement pacifié, ils viennent d'avoir des élections qui se sont déroulées de manière propre. Il faut quelqu'un qui ait au moins la notion d'alternance et non quelqu'un qui veut tripatouiller un peu comme l'Ougandais. Moi, je crois que, regardez, quand on regarde l'Europe, il y a deux pays qui essentiellement dominent l'Europe, si je peux me tromper, hein, le professeur peut me rappeler ça, c'est la France, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne d'abord. Et quand vous prenez l'Allemagne, regardez la crise migratoire. Lorsque on disait qu'il y avait cette chose et que les Français subissaient des pressions pour recevoir les autres pays, lorsque l'Allemagne a dit non, dans un premier temps, non, je ne veux pas. Mais dès qu'elle a libéré les vannes, c'est près de 800 000 qu'ils ont accueillis. Mais quand vous prenez l'Afrique de l'Est, quand l'Allemagne prend une décision, vous voyez qui? L'Europe suit. En Vous parlez de l'Afrique du Sud. Je crois que c'est l'Afrique du Sud qui est mal dirigée. L'Afrique du Sud, il n'y a que Jacob Zuma. Vous voyez Jacob Zuma en train d'éteindre le feu au Burundi. Jacob Zuma pouvait le faire. Il ne faut pas demander aux Français de le faire. Il ne faut pas demander aux Belges. Les Belges sont disqualifiés parce qu'ils ont fait tellement de choses au Burundi, au Rwanda. Personne ne veut d'eux. Je crois que la solution devrait être africaine avec la présidente de l'Union qui est sud-africaine. Le président sud-africain aurait dû avoir un rôle modérateur, un rôle, j'allais dire, de pression, une sorte de pression sur les Burundais pour que Nkurunziza. On a tenté et on l'a oublié, on a demandé au président, notre président à nous, d'aller au Burundi. Mais vous savez ce qui s'est passé. Il a été proprement ridiculisé par le président Nkurunziza. Qui ne voulait pas. Non, je veux terminer. On vous le permet très rapidement. Je veux terminer pour dire que notre président n'est pas qualifié pour éteindre le feu burundais. Un petit dossier. Le dossier brûlant aujourd'hui du Burundi s'appelle quelle solution appropriée? C'est un médiateur de poids. Et moi, je vois l'Afrique du Sud et toute la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est l'Afrique du Sud. À l'instar de bien d'autres médiateurs, il y a Vincent Folly, vous l'avez constaté avec moi, beaucoup de conditionnalités pour la résolution de la crise au Burundi. Et ça dit que c'est fini, on est dans la gadoue. Monsieur Folly parle toujours pas toujours moins. non, cette fois-ci. Non, cette fois-ci. Ça lance des délices. Enfin, je pense que quelle que soit la puissance ou la volonté de la communauté internationale, disons, mettre de côté la dynamique intérieure, comme, disons, je le professe, ce n'est pas la clé. Ce n'est pas du tout la clé. Je pense que ça ne sera qu'un accompagnement, parce que rares sont les cas où vous voyez véritablement une implication de la communauté internationale, disons, quasiment remplacer ou se greffer un peu sur la dynamique intérieure et produire un résultat durable. Et je pense que plusieurs cas nous ont édifiés du point de vue de l'importance de la dynamique intérieure. Un pays n'est jamais suffisamment muselé au point de ne pas, à un moment donné, dire ça va. Et ça peut être le cas au Burundi. Le coup d'État a échoué parce que justement,
les conditions, le contexte dans lequel cela s'est opéré, a manqué une base de légitimité qui puisse permettre, n'est-ce pas, à la population de suivre. Absolument. Mais aujourd'hui, je pense que nous acheminons tout droit un peu vers des dérives que nous pensons assez graves pour la paix et la quiétude, disons, des Burundais, et la solution pour pouvoir obtenir l'accompagnement, n'est-ce pas, de la communauté, disons, externe, et à commencer peut-être, comme vous insistez sur la solution africaine, c'est la dynamique intérieure. Ça reste la dynamique intérieure. Oui, mais à l'intérieur, tout est bétonné. Je dis que aucun État n'est suffisamment muselé au point de ne pas pouvoir se faire, disons, renverser lorsque la situation à un moment donné est insupportable par les populations. Ah, je vous souhaite, professeur, je vous souhaite pas de vivre au Burundi actuellement. Le Burkina a donné, disons, l'exemple le plus patent. Absolument. Pendant longtemps, on a pensé les Burkinabés, disons, des gens amorphes, etc. Je pense que c'est le 31 octobre a été, disons, le déclic. Et je pense que au Burundi, ce ne serait pas une première. Et donc, disons que nous voyons certains voient le verre à demi vide, d'autres à demi plein. C'est-à-dire par rapport à la capacité, n'est-ce pas, de la société civile burundaise, à la capacité des forces sociales burundaises de pouvoir opérer le changement qu'il faut. Certains voient quasiment que le verre est à demi vide parce que la société civile est muselée, parce que les forces sociales sont inexistantes. Il y a un peu comme un manque de volonté de pouvoir, disons, défier l'autorité, de pouvoir défier le danger, mais pas du tout. Le verre est déjà à demi plein. La solution à la crise au Burundi reste énigmatique, mesdames, messieurs. Ce sera tout pour la première partie de ce numéro de votre émission Débat Angle de Vue. Avant le deuxième sujet, voici à nouveau un point de l'actualité à travers ce flash d'information. En Centrafrique, les opérations de vote pour le référendum constitutionnel ont été exceptionnellement reprises ce lundi dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, où le scrutin a été perturbé dimanche par des tirs à l'arme lourde qui ont fait 5 morts. Un imposant dispositif militaire a été mis en place aux abords du bureau de vote de l'école Bayadombia, visé par des tirs de mitrailleuses et de lance-roquettes. Au Burundi, l'organisation américaine Human Rights Watch a exigé ce dimanche une enquête sérieuse et indépendante sur le plus grave incident depuis le début de la crise qui a fait plus de 90 morts vendredi dernier à Bujumbura. Pour sa part, l'armée burundaise annonce 87 morts, dont 79 ennemis et 8 soldats tués lors des attaques simultanées de 3 camps militaires. Enfin, au Mali, un militaire a été blessé et 2 autres portés disparus après l'attaque de leur poste par des hommes armés dimanche dans la ville de Niono, dans le centre du pays, à 350 km de Bamako. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le mouvement pour la libération du Mali d'Amadou Nkoufa a souvent menacé de s'en prendre à la localité. 17 ans exactement, le 13 décembre dernier, que le journaliste émérite Norbert Zongo, enquêtant sur le décès en garde à vue du chauffeur de François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré, a été assassiné. Le dossier, classé sans suite, a refait surface avec le gouvernement de transition et déjà 3 inculpations des officiers de police. Dossier Norbert Zongo vers la manifestation de la vérité. Les auteurs et commanditaires du crime en passent d'être connus. Nos invités nous livrent dans un instant les opinions sur ces questions. Et ce sera après ce générique. Vincent Folly, 3 militaires inculpés dans l'affaire Norbert Zongo. Un nouvel espoir de justice pour le journaliste assassiné. Oui, l'espoir est là parce que par le passé, rien n'avait été fait. On a abouti à des non-lieux plusieurs fois. Et maintenant, je crois que comme les acteurs qui étaient aux commandes n'y sont plus, je crois que la situation est mûre pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Quoique l'on ne se doute pas trop de ce qui s'est passé. Tout le monde sait que c'est le chauffeur de François le Compaoré, tout le monde sait que Zongo faisait une enquête pour savoir, tout le monde sait que le crime devait profiter à quelqu'un. Bon, aujourd'hui, je crois que... Personne ne sait qui a vraiment commandité. Oui, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Les langues vont se délier, les juges vont être libérés
pour effectivement dire le droit, je l'espère bien, mais j'ai peur un peu que après cette transition, ceux qui reviennent au pouvoir ne puissent encore jouer à l'étouffement. J'ai peur parce que Roch Embarré... a peur, Guillaume Momoni, peur aussi ou optimiste pour la suite de ce dossier? J'ai souvent une position mesurée, mais là-dessus, je crois que je suis plus optimiste que ne l'est M. Folli, pour deux raisons essentiellement. La première raison est que Roch Marc Kaboré, qui prendra le perchoir d'ici à là, n'a jamais été cité dans cette affaire. Il n'a donc aucune raison de vouloir museler. Mais le devoir de reconnaissance pour avoir évolué sous les Non, nous sommes déjà largement au-delà de ce devoir, dans un contexte où c'est après s'être détaché, n'est-ce pas, de Compaoré, qu'il a été, dans une certaine mesure, récompensé pour certains, le courage qu'il a eu. Et donc, nous ne sommes plus dans un schéma de reconnaissance parce qu'il s'est opposé ouvertement à Compaoré pendant qu'il était encore là, sans pour autant renier son passé. Il ne l'a jamais renié. Mais pour le cas d'espèce, il s'agit d'un crime crapuleux qui a été opéré. Son nom n'ayant pas été cité, moi je ne trouve pas pour quelle raison il empêcherait la vérité de se manifester. Deuxième élément, c'est sa recherche de légitimité également. C'est vrai, il a été légalement élu. Certains lui collent toujours ce passé dont il n'est pas forcément héritier. Il cherchera tout de même, disons, à redorer son blason et comme faisant partie intégrante de sa plateforme politique, disons, moraliser la vie politique. C'est un premier morceau qu'on lui offre sur un plateau d'or, je ne pense pas. Il va pouvoir sauter sur l'occasion. Vincent Folli, vous voyez que le nouvel homme ou le nouveau élu, l'heureux élu du Burkina Faso, dans une position de quelqu'un qui veut vraiment avoir l'onction de tout le monde, faire comprendre, oui, qu'il est dans la dynamique du peuple burkinabé et donc œuvrer pour la manifestation de la vérité? Oui, c'est cette dynamique, cette nouvelle dynamique qui va certainement le forcer à ne pas faire un retour en arrière. Je veux faire remarquer au professeur, et je crois qu'il le sait, que Marc Kaboré a fait toute sa carrière, Roch Kaboré, Christian Kaboré a fait toute sa carrière au sein du CDP. Il a été l'un des acteurs du CDP. Et il a certainement, son nom n'est pas cité. Donc vous voulez insinuer que... Non, je veux simplement dire, et à la suite du professeur, qu'il y a une dynamique maintenant. Le peuple burkinabé a montré qu'il ne veut plus de retour en arrière, ne veut plus de retour à l'impunité. Il veut que les choses soient mises au grand jour, ce qui a été mal fait soit vraiment éclairci. Mais je dis, il y aura, et c'est mon côté un peu dubitatif, et ça c'est mon métier qui me demande d'avoir cette petite distance envers les politiques. Quand ils viennent, ils sont pleins d'intentions, ben, quand ils s'installent, on voit les pesanteurs, les amitiés d'avant, comment il pourra s'en départir. Il faut faire en sorte que le peuple reste toujours vigilant. Moi, j'ai été surpris par les résultats des élections. Je pensais que les choses n'iraient pas dans le sens de faire placer à la tête du pays quelqu'un qui a été si... Ça s'est déjà fait, aujourd'hui il faut avancer. Dans ce dossier, il faut constater qu'une fois encore, ce sont des officiers de l'RSP qui ont été encore indécés. C'est sûr que... Mais ils étaient au cœur du pouvoir et je ne suis pas étonné. Déjà à l'époque... C'est pour la grande sécurité, la sécurité républicaine. Mais mêlée à des affaires aussi macabres. Non, mais la sécurité du chef de l'État, il y a tout et rien. Il y a aussi l'assassinat. Il y a tout. Non, déjà à l'époque, on avait accusé des membres de la sécurité présidentielle. Mais ils ont été tour à tour, comment on peut dire, exonérés, on les a fait sortir de prison. Mais aujourd'hui, comme ils ne sont plus aux commandes et comme l'appareil d'État n'est plus en leur faveur, je suis sûr qu'il y a une dynamique qui va forcer et qui va se poursuivre. Mais, docteur Momoni, vous suivez le mouvement. Aujourd'hui, le peuple burkinabé se bat, les hommes politiques avec, pour éloigner les officiers de police de la politique. Quelle appréciation en faites-vous très rapidement? Avant cela, je voudrais, disons, revenir... disons, en quelques secondes. Oui. C'est pas parce que, justement, le nouveau président jouera son retour, disons, que forcément,
le commanditaire serait connu. Ça, je pense qu'il faut pas faire d'amalgame à ce niveau. Il reste que les 3 inculpés puissent aller jusqu'au bout et dire qui sont les commanditaires. Je pense que le commanditaire véritable, là, disons, on n'en est pas encore là et ce n'est pas toujours évident. L'armée chassée de la politique, l'armée chassée de la politique, je pense que cela va de soi parce que nous ici à la conférence nationale, nous l'avons, disons, affirmé très clairement et cela nous a permis effectivement d'avoir une armée républicaine. C'est la seule condition à laquelle vous pouvez avoir une armée républicaine qui puisse se mettre au service de toute la nation et non au service d'un président et au service, disons, de la personne du président. Une décision saluée aussi par Vincent Folly? Oui, mais je reste toujours dubitatif parce que ce qui vient de remplacer la RSP, quand je vois la texture telle qu'ils ont dit, ils ont que c'est un autre groupement qui va se faire. Moi, je ne sais pas si le chef de l'État a besoin d'un contingent de près de 1000 hommes. Le doute, ça participe également à la vie. C'est le dynamique du mouvement. Chers invités, bien aimables à vous pour votre participation à cette émission débat. Vous l'avez compris lentement, mais sûrement, les rideaux se referment avec cette citation de Hippolyte de Libri. Il n'est rien de plus beau que la justice, rien de plus aimable que la vérité. Cependant, c'est ce qui reçoit des hommes le plus d'outrage. Votre accompagnement est important pour que la justice soit libre et équitable. Que vous dire, mesdames, messieurs? Merci pour l'attention et à très bientôt sur SICA.